C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Constant Lemou et Yao Ekolo Nukuno. Nous allons aborder maintenant le sujet sur la Côte d'Ivoire avec cette information sur une déclaration commune signée, c'était le jeudi 19 juin dernier par le PDCI-RDA et le PPACI. Ces deux partis s'unissent pour réclamer notamment l'inclusion des leaders politiques inéligibles pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain et un dialogue politique. Ce front commun est un accord entre PDCI-RDA et PPACI pour mener des actions communes visant à défendre plusieurs causes. L'intégration sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. Ce front commun réclame par ailleurs une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle d'octobre et un dialogue politique. Constant Lemou, ce sont les deux poids lourds de la scène politique ivoirienne aujourd'hui, PDCI RDA de Tidjane Thiam, PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Quand ces deux éléphants se mettent ensemble, est-ce que ça peut donner quelque chose? Avant de répondre à votre question sur la Côte d'Ivoire, j'aimerais préciser et présenter les excuses à tous ceux qui nous suivent, qui se sont sentis blessés parce que mon co-débatteur tente de nier l'intelligence à l'Africain. Non, je suis désolé, monsieur Lemou. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Je suis vraiment 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 désolé de cette. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Répondez à la question. Continuez le débat. Répondez à la question posée. Avançons, évoluons. Je suis désolé. Non. Répondez à la question posée et avançons. Vous n'êtes pas journaliste, ce n'est pas vous qui me posez la question. Retenez bien que si vous reconnaissez que vous manquez de réflexion et d'intelligence, ce n'est pas le commun des Africains. Aujourd'hui, les Africains et la jeunesse est créative. Et les Blancs sont même admiratifs de certaines inventions africaines. Et je ne vous apprends pas dans l'histoire du développement et des inventions le rôle des Africains. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas capable de réfléchir et de créer, alors c'est votre problème. Je reviens à la question de la Côte d'Ivoire. Effectivement, deux poids lourds de l'opposition ivoirienne ont décidé de mettre ensemble leurs forces et leurs stratégies pour réussir à annuler leur radiation sur la liste électorale et éventuellement leur permettre d'être compétitifs pour les élections présidentielles prochaines. Alors, c'est une alliance de circonstances, sauf que les raisons de cette radiation n'est pas toujours la même. Lorsque vous prenez le PPACI et Laurent Gbagbo, la raison de sa radiation est très très discutable parce que ça ne répond à aucune loi ivoirienne et tout simplement c'est une décision d'une justice instrumentalisée à dessein qui a abouti à la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Quant à Tidjane Thiam, je pense que la loi est claire en Côte d'Ivoire. Lorsque vous demandez et obtenez la nationalité étrangère, eh bien vous perdez la nationalité ivoirienne. C'est cette loi qui lui a été appliquée. Dans un cas comme dans l'autre, je pense que le président Ouattara et son équipe qui dirige la Côte d'Ivoire devraient revoir leur copie pour préserver la paix. Parce que nous savons, depuis la mort d'Houphouët-Boigny, la succession au pouvoir a été problématique. Surtout avec l'ivoirité de Bédié, mais les élections des années 2000 qui ont vu l'accession de Gbagbo au pouvoir, ces élections ont été émaillées de violence et même de coups de force. On a constaté plusieurs morts, dont Robert Guéhi, qui dirigeait en ce moment la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la crise née des élections de 2010-2011 qui ont fait 3000 morts et dont
le président Gbagbo et Blé Goudé avaient été accusés d'être responsables, mais proprement acquittés. Ce qui est bizarre, c'est pendant que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé Blé Goudé et Gbagbo à la CPI et ils devraient répondre des accusations que Ouattara instrumentalise la justice ivoirienne pour condamner les deux par contumace. Alors, est-ce que le mot contumace a perdu son sens judiciaire? On condamne, on juge et on condamne quelqu'un par contumace lorsque la personne a commis le délit de fuite. Mais on ne comprend pas, c'est un peu curieux pour la Côte d'Ivoire et ses dirigeants d'envoyer eux-mêmes des gens à l'extérieur et en même temps les accuser de fuite alors qu'ils étaient entre leurs mains. Tout simplement, c'est une crise politique qui est en train de se préparer encore. Nous aurions souhaité, si bien sûr Ouattara et son équipe veulent bien nous écouter, prendre toutes les mesures, trouver des terrains de compromis pour que tous les opposants, tous les acteurs politiques qui le souhaitent participent aux élections. Le constat est clair. Le RHDP a tellement émaillé le terrain en Côte d'Ivoire que aucun de ses opposants ne peut avoir vraiment la chance d'être élu. Pourquoi ne pas les laisser compétir, s'assurer de la bonne organisation et de la transparence des élections, de sorte qu'au lendemain des élections, quel que soit le candidat du RHDP, si vraiment cette famille politique ne se disloque pas, quel que soit le candidat du RHDP, eh bien, le RHDP est assuré de remporter les élections. Alors, pourquoi ne pas avancer vers les mesures qui garantiraient la paix en Côte d'Ivoire? Alors, aujourd'hui, Yaro Kounou, comme je l'ai rappelé, ce sont les deux poids lourds de l'opposition qui décident de se mettre ensemble. Est-ce que, j'ai envie de dire, ces poids lourds ensemble peuvent faire basculer la balance? D'abord, M. Samuel, j'ai fait le choix de ne pas me rabaisser aux diversions de mon co-débatteur, M. Lemou, en repartant ces attaques de tout à l'heure. Je préfère ne pas me rabaisser à cela. Mais pour vous répondre, vous savez, il y a une chose, j'aime toujours entendre ça, que des Africains, surtout des fils d'un même pays, qui s'entendent, qui se mettent ensemble, qui veulent parler d'un même langage, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, c'est une chose de dire, ah, nous nous mettons ensemble, mais c'est tout autre chose également d'être réaliste, d'aller vers l'essentiel, et non pas de se mettre ensemble pour être dans des divagations, pour être dans des... Ils sont dans une lutte politique. Et souvenez-vous, et je crois qu'ils ont même un exemple, parce que la même situation a prévalu au Sénégal, où on a tout fait, parce que c'est le plan politique, il y a des pièges qui sont mis. Alors donc, il faut savoir prendre de la hauteur pour transcender ces pièges-là. Alors donc, imaginez un peu, si au Sénégal aussi, dans le temps, les gens se sont mis en coalition, que non, aussi, que c'est Ousmane Sonko ou rien, etc. Non, ils ont fait preuve de clairvoyance. Ils ont fait le choix de dévier les pièges. Ils ont dit, ok, Ousmane Sonko n'est pas un prodige. Alors, il y a d'autres qui sont à même. Et c'est là ils ont fait le choix de dire que si vous bloquez Ousmane Sonko, il n'y a pas de problème. Mais on a dégagé quelqu'un d'autre. Alors il faut aller. Et non pas toujours rester dans les divagations, les tergiversations, etc. Parce que quand ils continuent avec ça, ah non, il faut réviser, ah non, il faut intégrer d'abord. Ah, ça fait le chou gras du parti au pouvoir. C'est ce que le parti au pouvoir veut. Donc ils sont en train de tomber dans les pièges du parti au pouvoir. Ils sont en train de faire son jeu. Non, moi je leur souhaite de prendre de la hauteur et de se départir de cet état d'esprit-là
de diversion et aller vers l'essentiel. Moi, je croyais qu'ils allaient annoncer qu'ils se mettent ensemble et que maintenant, ils allaient désigner un candidat qui soit inscrit sur la liste et qui soit... Et ensemble, ils vont se mobiliser autour de ces derniers, que de toujours rester dans cette divagation qui font l'intérêt du parti au pouvoir. Alors, vivement qu'ils se ressaisissent et aillent vers l'essentiel. Et ça a été la réaction de M. Kobena Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP, qui dit, je cite, « Ces requêtes de l'opposition feront retarder tout le processus électoral. Nous n'allons pas tomber dans leur jeu » et il leur demande d'avoir de la lucidité et de choisir des candidatures alternatives. Est-ce que vous pensez que le plan B devrait être envisagé par ses opposants? Au fait, ce n'est pas le porte-parole ou bien ce n'est pas le RHDP qui doit décider ou dire à l'opposition ce qu'elle doit faire. La Côte d'Ivoire souffre d'un match en retard en matière de crise politique, de crise électorale. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une stratégie du parti au pouvoir, pendant que le parti au pouvoir développe des stratégies pour gagner les élections. Les poids lourds de l'opposition sont occupés plutôt à se battre pour leur réinscription sur la liste électorale et de candidater. Vous voyez la différence de longueur d'onde entre les deux stratégies. Ça, c'est fait à dessein. Alors, lorsque le pays a un contentieux politique à solder, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire porte encore les stigmates, ou du moins les plaies encore béantes de la crise électorale de 2011, de la guerre après les élections présidentielles. Pourquoi ne pas solder ce contentieux politique pour permettre aux Ivoiriens de repartir sur de bonnes bases? Le recul dans le temps nous a permis de nous rendre compte qu'en réalité, cette guerre, à l'issue des élections présidentielles, n'était pas une guerre de Ouattara. Mais Ouattara lui-même s'est laissé instrumentaliser parce que son appétit pour le pouvoir était sans limite. Alors, il a accepté être utilisé pour anéantir le pouvoir ivoirien, le pouvoir de Gbagbo, pour faire la guerre, bombarder la présidence ivoirienne pour lui permettre de s'installer. Est-ce que c'était la bonne manière? Non. Mais nous avons aujourd'hui la chance de revenir penser ces plaies-là. Si c'était un simple jeu électoraliste, comme ça s'est passé au Sénégal avec Ousmane Sonko, qu'on voulait coûte que coûte éliminer, eh bien, c'est très facile. C'est très facile. Mais ici, c'est un vieux contentieux électoral et, tenez-vous bien, après le verdict de la CPI au sujet des 3000 morts ivoiriens, le dossier est encore ouvert. Parce que l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé n'efface pas que les 3000 morts sont vraiment morts par faute des hommes politiques, notamment Ouattara et Gbagbo. Alors, si Gbagbo est acquitté parce que innocent de ce dont on l'accusait, eh bien, il faut chercher le coupable. Il faut que quelqu'un réponde. Mais en même temps, pour permettre d'apaiser cette guéguerre politique, pour permettre d'éviter, d'annuler les chances de retomber dans un conflit armé, puisque l'autre, Gbagbo, l'avait dit à demi-mot, lorsqu'ils ne peuvent pas aller au combat politique avec des armes politiques, eh bien, ce n'est plus de la démocratie. Et si ce n'est pas de la démocratie, ça devient autre chose, si ce n'est la guerre. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Parce que quand Yaounoukou parlait, il parlait un peu du réalisme politique. Aujourd'hui, les jeux semblent être faits. Est-ce qu'il ne faut pas envisager un autre plan? Ça semble être fait, mais ce n'est pas fait. D'accord. Ce n'est pas garantissant. Yaounoukou, est-ce que vous, par rapport à la réaction aujourd'hui de Alassane Ouattara, est-ce que vous le voyez donner une quelconque ouverture? Monsieur Samuel, il y a deux choses.
La première est que, je crois, bon, quand je parle, vous vous attaquez à moi comme quoi je rabaisse les Africains, etc., etc. Mais la première chose, l'appétit du pouvoir. On a tendance à voir que la plupart des dirigeants africains, ils n'aiment pas le pays, mais ils veulent juste profiter de leur pays. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, je crois que ça fait déjà une décennie passée, cette histoire de 2011. Il faut avancer, il faut évoluer. Et je crois, ma foi, qu'il y a eu des initiatives qui avaient été prises. C'est comme, par exemple, chez moi, au Togo, ici, il y a eu des événements, mais ensuite, il y a eu des initiatives qui avaient été prises. Par exemple, le H-Crown, etc., la réconciliation pour apaiser et solder, tourner une page. Mais si, après une décennie et demie, on veut encore ramener la page là, rééditer ça, mais c'est méchant. Laissez-moi laisser ce mot-là, que c'est méchant. Et méchant surtout de la part des acteurs politiques. C'est méchant de soutenir ça. En tout cas, moi, nous connaissons, en tant qu'acteur de la non-violence, moi, je ne peux plus évoquer un passé et vouloir que ce passé se perpétue dans le présent au risque d'encore créer les mêmes situations. Non, ça n'a pas de sens. Oui, en même temps, ce qui se dit ici, hein, moi je comprends ce que vous dites. Oui. Maintenant, les autres estiment que c'est l'attitude du pouvoir de refuser la participation électorale aux autres ténors de l'opposition qui risquent de ramener les vieux démons. Monsieur Samuel, il n'y a pas de vieux démons qu'il faille souhaiter à revenir. Pas du tout. Si les gens sont imbus de l'esprit patriotique, si les gens sont imbus de l'esprit républicain, si réellement les gens, ces acteurs, se soucient de ces pauvres populations qui sont derrière eux et qui sont les grands perdants, les gens sont morts, mais Gbagbo n'est pas mort. Et Gbagbo n'est pas Dieu. Gbagbo aussi est passant. Il va partir. Il va partir. Alors maintenant, aujourd'hui, ils sont face à une réalité, cette réalité qui est celle qu'ils sont sur un terrain politique et les enjeux se jouent politiquement. Alors donc, je dis, en tout cas, j'ose croire que ce ne sont pas ces acteurs leaders ivoiriens qui évoquent 2011 pour menacer, dire que la même chose sera rééditée. Je crois que c'est sur le plateau ici que nous le disons. Je crois que ce ne sera pas eux. Et vraiment, ça me ferait plaisir que... Il y a des risques quand même. Non, ça me ferait plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir que les concernés, les acteurs politiques ivoiriens même, ne se hasardent pas dans cette... Parce qu'il y a des risques. Les gens disent craindre que l'exclusion actuelle pourrait encore faire le lit autour de ces violences-là. Ce serait d'une maladresse. Ce serait d'un manquement d'aller vers de telles réflexions. Ce serait vraiment... Ils sont juste sur un enjeu politique. Il y a le parti au pouvoir, comme je vous ai dit dans l'entame de mes propos. Il y a l'avidité de pouvoir. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Il y en a beaucoup plein en Afrique ici. L'avidité de pouvoir. Quand on est au pouvoir, on ne veut pas lâcher. Au prix de piétiner ses propres compatriotes. Au prix de reculer son pays. Voilà. Et donc, c'est cette mentalité-là qu'il nous faut en Afrique arriver à changer. Et quand je touche du doigt les choses, je ne parle pas en l'air, moi, Noukounou, pour qu'on me dise que je dénigre les Africains, etc. Posons des actes qui nous élèvent et qui suscitent de l'admiration aux yeux du monde. Et en ce moment, vous verrez que nous serons respectés. En ce moment, on n'aura même plus besoin de crier que ceci sera. Non. Alors donc, la réalité est là. Maintenant, nous sommes face à cette réalité. OK. Maintenant, il revient aux acteurs de prendre de la hauteur. De comprendre que, quoi qu'il en soit, il faut préserver le pays. Même de 2011 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait des avancées. Des avancées dans la constitution du pays. Et comme je l'avais dit, il y a eu des initiatives qui avaient été prises et pour la réconciliation, etc. Alors donc, ils n'ont qu'à prendre le courage de fermer cette page du passé-là. Gbagbo n'a qu'à comprendre que lui aussi il a goûté au pouvoir une fois. Alors donc il n'est pas Dieu pour coûte que coûte, etc. Bon, si c'est comme c'est dans un pays là, quelqu'un disait si cela ne tenait qu'à moi, pour que le pays ne s'embrase pas, mais où est le problème? Alors que Gbagbo exprime son patriotisme, son amour pour son pays, son amour pour les pauvres populations et favorise qu'il y ait un apaisement. Et ils n'ont qu'à trouver d'alternatives à cette démarche là pour permettre à ce que l'apaisement et que les choses fonctionnent. Et surtout, cela veut dire renoncer à la participation coûte que coûte à la présidentielle. Excellence, M. Samuel, Gbagbo n'est pas retenu sur la liste qui prennent acte
est maintenant dans cette coalition-là, qui trouve une personne plus éclairée, plus à même, et qui apporte son soutien. Ce n'est pas forcément que si ce n'est pas moi, ça ne peut pas être l'autre. Il faut sortir de cette mentalité. Est-ce que vous voyez dans l'environnement politique actuel, c'est en octobre qu'on vote, est-ce que vous lisez du côté du pouvoir une petite volonté d'ouverture pour écouter l'opposition? Je lis plutôt une grosse peur du côté du pouvoir. Je rappelle qu'en 2020, Gbagbo n'était pas candidat. Il était encore à la CPI. Et il y a eu 20 morts officiels. Gbagbo n'était pas candidat. Il a fallu un sursaut patriotique de Gona Bédié, paix à son âme, pour que les massacres s'arrêtent. Il a fallu ce sursaut patriotique de Gona Bédié qui a lancé un appel à l'arrêt des violences. 2025, c'est l'année électorale et les tests ivoiriens prévoient la révision des listes électorales. Le pouvoir ne l'a pas fait. Ça, c'est une plaie béante qui témoigne de la peur d'ouvrir la révision des listes électorales et que ce qu'on cherche à écarter à tout prix est la chance. Oui, mais il y a eu récemment, je pense, autour de la fin 2024, une révision dont les résultats ont été communiqués récemment par la CENI. CEI, pardon. Les tests ivoiriens disent clairement que chaque année, surtout en année électorale, il doit y avoir révision des listes électorales. Ce n'est pas fait. C'est une faute grave. Et le pouvoir n'ignore pas cela. C'est fait à dessein. Lorsque le porte-parole du RHDP trouve que c'est une façon de retarder le processus, eh bien ce processus a été retardé en 2010 pour permettre à Ouattara d'être candidat. Et pour préserver la paix, selon Gbagbo, qui croyait encore à la bonne foi de son adversaire et des autres acteurs. C'était sans compter avec l'agenda caché de la guerre en cas de perte des élections par Ouattara. C'est ce que nous avons vécu en 2011. Aujourd'hui, je pense que le temps est venu pour que le RHDP et le président Ouattara choisissent entre le risque de basculer le pays dans de nouvelles violences ou prendre des dispositions pour préserver la paix. D'ailleurs, l'acte additionnel de la CEDEAO refuse la modification des règles de jeu pendant 6 mois avant les élections. Sauf que lorsqu'il y a consensus des acteurs politiques, ces modifications sont encore possibles. Et les poids lourds de l'opposition ont la main tendue vers Ouattara et le RHDP pour que une discussion soit menée et qu'un terrain d'entente soit trouvé. Si le parti au pouvoir et le président Ouattara n'ont pas peur de perdre, pourquoi ne pas ouvrir ces discussions, s'entendre sur l'essentiel? Je l'ai dit et je le répète, aujourd'hui, c'est le parti au pouvoir qui a toutes les chances de remporter les élections d'octobre prochain, à condition que Ouattara se présente ou le dauphin qui sera choisi ne crée pas une division au sein de la famille du RHDP. Les autres, ils n'ont pas du tout... Prenez les récentes élections municipales. Le parti de Gbagbo n'a pas grand-chose. Ils n'ont pas remporté grand-chose. C'est plutôt le RHDP qui a la maîtrise de toutes les communes, de toutes les régions. Je ne sais pas pourquoi faut-il persister et courir même le risque de faire mourir d'autres Ivoiriens. Alors, si je prends encore les propos tenus par le porte-parole du RHDP, M. Djoumani, il dit qu'il est temps pour ces partis de proposer des candidatures alternatives. Et si tout ceci n'était finalement qu'un jeu du président Ouattara qui veut écarter les gros ténors, y compris lui-même, pour laisser la place à une nouvelle génération, comme il l'a toujours souhaité. Mais, Monsieur Samuel, qu'est-ce qui étonne? Celui qui est au pouvoir et celui qui a les cartes à main. C'est en cela que
moi, j'ai toujours dit que, de façon hasardeuse, je ne peux pas me lever pour dire que je crée un parti politique pour aller vers la conquête du pouvoir. Avant de s'engager pour la conquête du pouvoir, il faut être doté de certaines capacités, de certaines attitudes, de certaines habiletés. Mais généralement, ce que nous voyons, c'est que n'importe qui, parce que bon, peut-être il y a un peu de soutien moyen, de façon pathétique, n'importe qui s'improvise acteur politique, n'importe qui se lance sur la scène politique pour aller vers la conquête du pouvoir. Et donc, du coup, mais qu'est-ce qui étonne quand on voit cette tergiversation-là? Des gens qui sont incapables de développer des stratégies pour contourner les manœuvres politiques, etc., 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 qu'est-ce qui étonne? Et tout ce qu'on nous sert à la veille, c'est des émotions, tout simplement jouer sur la naïveté des populations que vous avez réussi à engranger derrière vous. Avec ça, qu'est-ce que vous attendez d'extraordinaire? Alors donc, vivement que cet appel du RHDP soit entendu si des gens pouvaient avoir la capacité de saisir cela, de comprendre que non. Et on ne se lance pas sur la scène politique parce qu'on le veut. Il faut être doté, il faut avoir certaines capacités, non pas. Et c'est ça aussi, ça reste un défi pour nous en Afrique à relever. Ça reste pour nous des tas à corriger de manière à ce que n'importe qui ne se lève pas n'importe comment pour improvisionner acteur politique, créer parti politique et dire qu'il va à la conquête du pouvoir. Parce que ça fait mal à nos pays. Monsieur, et ça fait mal au peuple. On va aborder le dernier sujet. Je l'ai annoncé en titre, ça c'est une question. Où est donc passé le président de la République togolaise? Si on enquiquine un peu les élèves aujourd'hui pour leur demander comment s'appelle l'actuel président de la République togolaise, je gage fort que beaucoup passeront à côté. Je vous donne son nom, c'est Jean-Lucien Sanvi de Tové. Il a été élu le 3 mai dernier par le Congrès. Le Congrès, c'est quand l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent. Âgé de 86 ans, il a accepté ce rôle. On l'a vu sur les images, pour un homme de son âge, la santé n'est pas non plus très très grande. Et depuis, Jean-Lucien Sanvi de Tové n'a plus donné aucun signe de vie. Les Togolais cherchent donc leur président, Constant Lemou. Est-ce que, comme par hasard, vous sauriez où se cache le président de la République togolaise? D'abord, le mot caché, pourquoi le président de la République se cacherait? Je ne sais pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. La question à laquelle vous avez vous-même répondu est apparue, je pense, dans un sujet en première année de licence à l'université de Calavi, où le sujet était qui dirige le Togo. C'est un sujet de réflexion. Et c'est très important de savoir quelle est l'ampleur des réformes politiques au Togo et qui fait quoi. Alors, quand on pose la question où se trouve le président de la République, je répondrai simple. Il se trouve à la présidence de la République et assume ses fonctions de président de la République définies par la Constitution de la Ve République, notamment l'accréditation des ambassadeurs. J'ai devant moi, peut-être que les gens ne le voient pas, mais j'ai devant moi la section du parc. Vous pouvez rappeler ça rapidement. Il y a des articles, la section 2 des attributions du président de la République, de l'article 40 jusqu'à 45. C'est citer ses attributions. Nous avons donc, il est le symbole de l'unité de l'État national. Il peut envoyer des messages aux deux chambres. Le président accrédite les ambassadeurs nommés en Conseil des ministres, accueille formellement les ambassadeurs envoyés spéciaux, reçoit au moins 2 fois par an le président du Conseil pour être informé de l'état de la nation sur son ordre du jour établi par le président du Conseil. Et il est également, les actes du président sont contresignés par le président du Conseil. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de manquement. Et puis, article 45, pendant la durée de son mandat, le président de la République ne peut être requis de témoigner. Donc, en réalité, dans ce que j'ai, il n'a pas grand pouvoir. Il n'a pas grand pouvoir. C'est ça qui fait qu'il est effacé. En réalité, le président de la République, tel que vous venez de définir ses prérogatives, n'a pas l'occasion de bain de foule pour dire, bon, il serait sur les feux de projecteur pour permettre aux citoyens de le voir saluer les gens ou bien, bon, ce n'est pas le cas. C'est le président du Conseil qui a cette possibilité de s'afficher parce que c'est lui qui détient les réels pouvoirs
du pays. Maintenant, par rapport aux attributions que vous venez d'énumérer, il n'y a pas encore une occasion où le président de la République va jouer le rôle qui est le sien et qui serait couvert par les médias pour permettre aux citoyens de savoir qu'est-ce que le président de la République est en train de faire. Alors, est-ce qu'il faut des caméras qui le suivent au moment où il est chez lui ou bien dans son bureau à tourner les pouces? Parce qu'en réalité, il ne fait qu'inaugurer les chrysanthèmes de par les fonctions qui lui sont dévolues dans la 5e République. D'accord. Yao Nkonou, est-ce que vous faites le constat qu'on a un président de la République effacé? Monsieur Samuel, vous savez, moi, je suis un patriote. Et mon amour pour mon pays, ce n'est pas du bout des lèvres. Et moi, l'image de mon pays, mes attentes est que mon pays soit apprécié, respecté aux yeux du monde. Et ça dépendra de nous-mêmes, les Togolais. Et l'image que nous offrons au monde de notre pays. Alors donc, il faut savoir que ce sujet de dissertation, que ce soit au Bénin, c'est de l'ironie. Hein, c'est une moquerie contre nous, hein, qui ne dit pas son nom. Hein, et c'est sur votre plateau ici que je l'avais dit. Et lorsque des compatriotes dirigeants évoquaient que ce soit la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne, etc., comme quoi c'est ce système politique-là, mais ma question était que dans quelles conditions est-ce que ceux de qui nous copions? Vous ne voulez pas que je dise que nous, les Africains, nous ne sommes que des copieurs, mais alors que c'est la réalité. Moi, je touche du doigt la réalité. Hein, je ne mens pas sur nous. Alors donc, ceux de qui nous copions, dans quelles conditions est-ce qu'ils se sont dotés? Hein, ils ont réfléchi pour créer ça, pour que nous allons copier. Alors maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Un grand nombre des Togolais ne s'identifient pas, ne se retrouvent pas dans cette initiative-là. Un grand nombre de Togolais. Parce que les gens ne se sont pas associés. Hein, jusqu'à même encore parler même des Togolais à l'extérieur. Alors donc, du coup, vous voyez, ce sont des manœuvres politiques, hein, à mon avis, ce sont des manœuvres politiques. Et donc, ces manœuvres politiques-là, bon, il y a des Togolais qui ne veulent pas baisser les bras, en toujours dénonçant, en toujours prenant des initiatives pour manifester leur indignation, leur désapprobation, leur condamnation à cette manœuvre-là. Ben, d'autres qui sont là, ils observent pour voir jusqu'où ça va mener. Mais l'essentiel pour moi, et qui me tient toujours à cœur, moi, Nkonou, quand je parle, c'est que je voudrais que, de la même manière que j'ai des frères, quand ils rentrent des États-Unis, fièrement, ils sortent le passeport américain pour prouver comme si c'est un cadeau du ciel, un trophée. Je voudrais que ça soit ainsi pour mon Togo également. Je voudrais que ça soit ainsi pour mon Togo, l'image de mon Togo, mon image. C'est ça, moi, mes ententes. Et c'est en cela, même si j'accepte que parfois, avec des propos, je brutalise les consciences, je bouscule, pour qu'on se réveille, pour qu'on aille vers l'essentiel. Et non pas toujours rester là, à nous mentir, à vouloir nous divertir, à vouloir faire croire que, alors qu'en réalité, les réalités sont là et nous giflent permanemment, constamment, quotidiennement. Vivement, qu'il y ait cette prise de conscience-là qui vienne et que les choix éclairés nous soient... Mais j'estime que vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu à la question. Pourquoi, selon vous, cet effacement? Oui, mais monsieur Samuel, qu'est-ce qui vous étonne? J'ai parlé de cette constitution-là, de ces textes-là écrits par certains Togolais. Et qui, donc, c'est ce que vous venez de lire également. Et vous-même, vous avez lu, vous avez dit que, en réalité, c'est lui qu'on appelle président de la République, n'a aucun pouvoir, etc. Est-ce que c'est lui qui l'a initié? Même M. Sanvi de Tovi, c'est lui qui a écrit ces textes-là. Alors, donc, c'est une manœuvre qui est faite. Alors, tout ça, là, ça relève de cette, c'est la suite de cette manœuvre-là. Voilà. C'est les conditions, les situations dans lesquelles, hein, on a mis notre pays aujourd'hui. Et c'est ça, c'est la réalité. Voilà. D'accord. Alors, on comprend donc que la constitution dont nous sommes, enfin dont le Togo s'est doté, efface complètement le président de la République. Mais parce que M. Nkonou a donné quelques parallèles. On a parlé tout à l'heure d'Israël en première partie. Vous savez qu'en Israël, ils ont un Premier ministre qui, en réalité, incarne les pouvoirs. Le président n'a pas grand pouvoir, mais pendant le conflit, on a plusieurs fois vu le président qui est sorti, qui a fait des déclarations, au même titre que le Premier ministre. Donc, même dans les pays où on a des présidents qui n'ont pas grand pouvoir, de temps en temps, ils sortent, de temps en temps, ils font parler d'eux. Est-ce qu'ici, et vous comprendrez le sens de la question, est-ce qu'on a fait exprès de choisir un président vieux qui ne fera finalement de l'ombre à personne? Ce n'est pas l'âge qui est problème.
ce sont les attributions. Vous avez bien dit, de temps en temps, le président israélien sort et il est sorti à l'occasion de la guerre. Voilà une occasion prévue par les tests et le président israélien est sorti. Alors, lorsque nous n'avons pas encore une occasion de l'expression des prérogatives dévolues au président de la République, naturellement, qu'on ne le voit pas. Mais lorsque nous aurons des ambassadeurs nommés qui doivent être accrédités, évidemment, il apparaîtra. Lorsque il aura besoin de se prononcer sur l'unité nationale, puisqu'il en est le garant, le symbole. Le symbole. Oui. Il est le symbole. Il se prononcera. Lorsqu'il recevra les envoyés spéciaux, il sortira. Ou du moins, les médias couvriront les événements. Mais si nous n'avons pas l'occasion, est-ce qu'il faut inventer une situation pour parler de lui? Je ne sais pas. Alors, je vais juste donner un exemple. Vous savez qu'avant-hier, le président de la République a inauguré une usine de textile, il me semble, au niveau de PIA. On aurait aimé voir le président de la République là aussi. En train de prendre un bain de foule derrière ou devant le président? Je ne parle pas du bain de foule, mais conseil. On inaugure une usine textile. Oui. Si le président du conseil y est, c'est parce que sur le plan économique, c'est quelque chose qui est important pour le pays. Oui. Vous ne jugez pas la présence du président de la République importante à cette activité? Je n'étais pas organisateur, mais là, je ne vois pas quelle est l'importance de la présence du président de la République qui a ses prérogatives bien définies. Je rappelle... C'est-à-dire même les inaugurations, il n'a pas droit. Ce n'est pas qu'il n'a pas droit. S'il juge important d'y aller... Parce qu'aucun test ne dit non plus que le président du Conseil doit inaugurer les usines non plus. Donc, moi, je dis... Parce que les gens ont besoin de voir le président de la République. Attention, c'est le président du Conseil qui gouverne. Oui, c'est lui qui a toutes les mallettes du pouvoir en place. Alors, qui voudriez-vous que la personne lance les projets? Par le ministre du Commerce aussi, c'est pas un problème. Il pouvait bien laisser le ministre jouer ce rôle. Mais il lui a plus d'y aller. Rien ne l'interdit. Est-ce que vous comprenez que les Togolais s'il avait envoyé le ministre du Commerce, il aurait délégué. Il a choisi de ne pas le déléguer, de l'assumer lui-même. Ce n'est pas une faute. Plutôt, il est en train d'assumer ses prérogatives. C'est très important. Alors, nous n'avons pas un pays dont les tests sont statiques, même si certaines mentalités se sont bloquées depuis 1992. Et je pense que le Togo devrait être ainsi. Alors, nous sommes dans la dynamique et nous donnons l'impression quelquefois que les tests même que nous nous donnons, nous ne connaissons même pas leur application. Et lorsque on les applique, ceux qui sont les garants de ces tests les appliquent, nous sommes scandalisés. Ensuite, attention, l'université d'Abomey-Calavi, les professeurs, les éminents professeurs qui ont observé les réformes au Togo n'ont pas le temps à perdre si ces réformes n'étaient pas aussi importantes pour faire objet de réflexion au niveau universitaire. Alors, il faut qu'on cesse de nier l'intelligence à l'Africain. L'Africain est très intelligent. Il est capable de prouesses et des gens sont en train de le démontrer. Bon, mais on ne peut pas empêcher... Avec la réforme, parce que vous faites le lien avec la réforme, ce n'est pas l'impression que les gens ont non plus. Parce que même ceux qui ont fait le test ont dit, bon, ça s'applique ici, là. On a l'impression qu'on n'a pas eu une réflexion plus profonde. On est allé prendre, voilà, l'Afrique du Sud le fait, voilà, l'Italie le fait, voilà, l'Allemagne le fait, Israël. Bon, on met tout cela de bout à bout. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Et c'est après l'avoir fait qu'on va en Inde. C'est après l'avoir fait qu'on va en Inde pour recevoir des leçons. Je réagis sur ce que vous avez dit. Oui. Je réagis par rapport à ce que vous avez dit en disant, en parlant du fait que cet exercice soit venu à l'université d'Abomey-Calavi, qui montre qu'il y a une réflexion intellectuelle derrière. Et c'est ce qui me fait réagir en rappelant ce que les gens disent.
Mais lesquels gens, si ce n'est pas Cyril qui trouve que... D'autres, si ce n'est pas Cyril qui trouve que la Constitution... C'est le Togo qui a inventé ce système politique. S'il vous plaît. C'est le Togo qui a inventé. Et c'est pourquoi Bénin, par exemple, dans le sens sur le Togo... Le Togo n'a pas fait quelque chose qui n'a jamais existé. Le Togo n'a pas inventé ce qui n'existe pas sous le soleil, mais le Togo a ses particularités, le Togo a ses spécificités qui sont traduites dans les tests. Mais ces tests ne sont pas immuables. La constitution de la 4e République a été revue plusieurs fois. La 5e République, la constitution de la 5e République n'est pas intouchable. Lorsqu'on trouvera des faiblesses en cette constitution, eh bien, elle sera revue. Aucun test n'est statique. Je demande plutôt, ou je souhaite, que les mentalités soient dynamiques à l'évolution du monde et de notre société. C'est tout. Merci. D'accord. Monsieur Samuel, vous savez quoi? Après l'adoption de cette constitution, une délégation allait à l'Inde pour recevoir des leçons sur comment, ça veut dire que cette constitution existait déjà. Ce n'est pas une première, ce n'est pas le Togo. Vous étiez de la mission. Ce n'est pas le Togo qui... Vous étiez de la mission. Bon, maintenant, vous savez, monsieur Samuel, et cette constitution, c'est des copies que nous faisons, et telles que beaucoup des initiateurs, comme je l'avais dit précédemment, ont évoqué des pays comme un exemple. Et le Togo a eu son indépendance il y a à peine 60 ans. Et nous avons commencé à parler de constitution il y a à peine 60 ans. Maintenant, ceux de qui nous avons obtenu l'indépendance et qui avaient des constitutions depuis, je vais faire allusion un peu à la France, les gens sont toujours dans une dynamique. Récemment, en France, il s'agissait de toucher à la Constitution, M. Samuel, si vous avez observé tout le process que ça a suivi, dans le respect, non seulement du peuple, mais des institutions, et également des acteurs de l'opinion politique, avant de toucher tout s'est passé dans le calme, dans les normes, et il n'y a pas eu d'indignation, il n'y a pas eu de loi. Moi, ce sont mes ententes. Moi, je veux que nous, les Africains, nous arrivions aussi. Il ne suffit pas de crier seulement éminent professeur dans la langue des Blancs, grâce aux Blancs, et ne pas poser des actes qui doivent susciter de l'admiration, même de ceux de qui nous avons obtenu l'indépendance, même de ceux de qui nous copions. Alors donc, moi, ce sont mes attentes. Ce sont mes attentes. Et moi, j'aime mon pays, et c'est pourquoi je vais toujours être intransigeant sur ce que nous devons poser comme acte pour élever notre pays. Moi, je serai toujours réaliste. Je ne vais pas rester dans le camouflage, dans la diversion, à m'éloigner de l'essentiel. Je serai toujours dans un esprit patriotique, dans la position qu'il faut pour l'intérêt de mon pays. C'est mon pays qui m'importe. Voilà. Alors, ce qui est intéressant que je peux retenir, c'est que vous êtes convaincu que les Blancs ont déjà réfléchi et les Noirs n'ont plus à réfléchir. Ils n'ont rien à produire, ils n'ont rien à créer. Si vous tolérez ça, le plateau risque de... Avançons. On va pas faire de recul. Alors, je posais la question, où est donc passé le président de la République? Parce qu'il y a des gens qui estiment aussi que, je ne sais pas si vous regardez un peu l'actualité, il y a eu des tentatives de manifestation les 5 et 6 juin dernier. Il y a des appels à manifestation à partir du, s'il me semble, 26, 27, 28, mes dates sont exactes. Partout dans le monde, certains estiment que, en tant que symbole de l'unité nationale, en ce moment-ci, il pouvait en placer une. C'est possible. Je n'exclus pas cette éventualité, mais je ne suis pas dans les secrets des dieux. N'oubliez pas également les attaques terroristes où nos soldats sont tombés morts. Les attaques terroristes qu'il y a eu. Je ne suis pas dans les secrets des dieux, je ne suis pas dans la programmation des activités du président de la République. C'est pourquoi je n'exclus pas l'éventualité qu'il puisse intervenir s'il trouve opportun. Qu'à l'occasion de ces appels à manifestation, qu'il se prononce sur la situation, sur la vie du pays. Mais je me pose la question, ces appels sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est la forme? Je suis d'accord qu'il y a des manifestations spontanées. Nous en avons connu dans notre pays. Alors,
Mais lorsque c'est sur les réseaux sociaux que des gens postés, on essaie à quel point du monde appelle ceux qui sont au Togo de sortir manifester sans objet, sans démarche, sans demande d'encadrement. Alors, à qui, par exemple, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la sécurité s'adresserait pour encadrer la manifestation? C'est qui l'auteur de la demande? Puisque, à ma connaissance, et quand j'ai poussé un peu la curiosité par rapport aux manifestations du 6 juin, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est allé déposer formellement une demande. Voilà, nous voulons manifester pour telle raison. C'est nous, les organisateurs de cette manifestation. Alors, qui sera garant ou qui sera répondant de ces manifestations et peut-être les effets qui vont s'en suivre? Alors, est-ce que notre pays doit être gouverné sur les réseaux sociaux ou bien gouverné dans le réel? Si nous voulons être réalistes, c'est ça notre problème. Vous pensez qu'en des moments comme ceux-ci, le président de la République a son mot à dire? Monsieur Samuel, sincèrement, je vais vous dire que les initiateurs de ce climat politique, de cette ambiance politique, de cette couleur politique, je crois qu'ils ont bien mesuré la nature de ce qu'ils initient et ils ont mesuré ce qu'ils... Parce que moi, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, moi, Nukunu, je fais avec. Si je vous dis aujourd'hui que moi, mon cœur est avec cette initiative de 5e République, je vous ai menti. Il faut que je sois franc, que je sois correct. Surtout que c'est pas des députés dont le mandat est expiré que tout ceci est survenu, surtout avec des députés, un parlement d'un mandat expiré. Et dans ce même pays, nous avons écouté un magistrat de la Cour constitutionnelle préciser que les gouvernements de transition, ils n'ont pas droit à toute prérogative parce qu'ils sont toujours ministres, mais ils n'ont pas, et c'est appliqué pour les ministres, et non pas pour les députés dont le mandat a pris fin. Et cette confusion-là... Il faut reprendre la constitution de la 4e République. Il faut la laisser, Constant Lemou, laisser... Allez-y, monsieur Nukunu. Et donc, du coup, monsieur Samuel, comme je vous ai dit, je fais avec. Et nous observons. Messieurs, merci. Constant Lemou d'être passé. C'est tout le plaisir pour moi de partager la réflexion et surtout de demander à tout un chacun d'être responsable ou de faire l'effort de l'être devant ce que nous faisons, ce que nous disons et d'assumer entièrement ce que nous décidons de faire. Je pense que la République, c'est l'ensemble de tous les citoyens, qu'ils soient d'accord ou pas, dans leur divergence de point de vue, nous formons tous ce que nous appelons notre État et nous avons l'obligation de défendre notre pays, d'assurer la paix et le vivre ensemble pour que notre pays puisse avancer. Nous avons foi. Ceux qui contestent, ils ont leur raison. Ceux qui soutiennent, ils ont également leurs raisons. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'entende sur l'essentiel et avancer. Yao Nukunu, merci. Oui, monsieur Samuel, vous savez, mon organisation que je dirige, le Temps de la jeunesse patriotique, a pour slogan « Au nom de la patrie, acceptons-nous ». Alors donc, vivement que mon souhait, ma prière dans mon Togo ici est que nous arrivions à nous définir un idéal patriotique, un idéal républicain, un idéal d'acceptation mutuelle, un idéal de bonne gouvernance, un idéal où nous sommes tous motivés à élever l'image de notre pays, à polir l'image de notre pays, à faire de notre pays un pays respecté, admiré et apprécié aux yeux du monde, où l'esprit d'acceptation mutuelle prévaudrait, où mon pays, je ne veux plus entendre qu'il y a des exilés politiques, qu'il y a des prisonniers politiques. Ce sont nos attentes et nous les avons exprimées le 2 octobre 2020 lors de la journée internationale pour la non-violence. Alors donc nous restons toujours dans l'attente, dans l'espoir que nous arriverons à un idéal autour duquel nous devons construire notre pays. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.